Encore cette théorie. Donc personnellement, moi je ne suis pas d'accord avec cette théorie, même si elle est carrément probable. Un truc très important, c'est que Burgess était dans le bateau de l'armée révolutionnaire. Après, c'était peut-être pas le bateau principal de Dragon, mais en tout cas, elle était sur l'île de Dragon et a vu ce bateau. Donc est-ce que c'est vrai? Je sais. Salut la team, bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, live One Piece. Donc ça fait un petit moment, ouais, ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de petit live One Piece. Et là, on va essayer de faire une petite analyse de ce qui se passe actuellement dans les spoils de One Piece. Donc pour le chapitre 1100, chapitre annoncé comme étant légendaire. Et vous allez voir, ça va être marrant, ça va être grave marrant. Là, ce que je vous propose, c'est de basculer directement vers la vidéo du Mont Corvo, sans transition. Let's go, on y va directement. Donc Mon Corvo, vidéo qui est sortie hier, et ça parle... donc il y a une pub Rhino Shield, je viens de voir. On va mettre un petit like pour soutenir la team. Les pouvoirs du diable expliqués dans One Piece et le sacrifice de Kuma. Donc pouvoir de diable, on a déjà fait le parallèle avec le Christ. Donc on a vu que la Bible, elle avait un sens important dans l'univers de One Piece, mais aussi dans le personnage de Kuma. Et du coup on a fait le parallèle avec le Christ. Et là... Évidemment, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos. Donc sur One Piece, c'est la réaction du chapitre 1099. N'hizitez pas à la voir parce que c'est dans cette vidéo que j'ai parlé du Christ. Parce que quand je le dis comme ça, si vous n'avez pas les informations en amont, vous allez dire wesh, c'est quoi ce rapport? Et en vrai, si vous regardez la vidéo, vous allez tout de suite comprendre qu'il y a énormément de rapprochements entre le Christ et Kuma tout simplement. Donc let's go les gars, c'est parti pour le chapitre, l'analyse du chapitre 1099 par le Mont Corvo. On regarde ça ensemble, let's go, 8 minutes de live, c'est parti les mecs. Vient tout juste de nous révéler l'une des informations les plus importantes de son manga. Après 15 ans, nous avons enfin la réponse sur la création des pacifistas, mais surtout sur le pacte avec le diable. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corvo, voici Kita. D'ailleurs, déjà une petite pause, mais le pacte avec le diable, on en a déjà parlé parce que c'est marqué noir sur blanc, c'est un foreshadowing, il est trop bien fait, tu vois. Donc je vais laisser le Mont Corvo en parler, mais vous allez voir les gars. Et voici Kamatero. Et est-ce que... Ok, c'est trop bien qu'ils mettent ça, parce qu'une fois dans une vidéo, j'ai dit, je sais jamais c'est lequel Kamatero et Kitaro. Donc Kamatero, c'est lui du coup. Mince. 15 ans, lorsque les pacifistas... Et voici Kamatero. Voilà. Bekori, plus fort que Kaido. Pourquoi il a marqué ça? Foxy, amiral en chef. Ouais, ça il m'éclate. Ça c'est trop marrant qu'ils aient fait ça. C'est des blagues en fait. Du coup, Bekori plus fort que Kaido, ça doit être parce que Bekori a réussi à résister à la boule de comment il s'appelle? Ouais, ça c'est légendaire. À la boule de Kuma. Genre Bekori, il a survécu à ça. Moi j'étais choqué de ouf. Un random qui survit à ça. Et lui, bah, je pense comment on l'a vu. On a dit que l'amiral qui parlait avec avec comment il s'appelle, le Gorosei à l'époque, il avait la même coupe que Foxy, mais ça se peut que ce soit l'autre, l'amiral Kong. Donc on verra, on en parlera en vidéo en temps et en heure, mais let's go. Je suis mort. Donc Kamatero à droite et Kitaro à gauche. Et est-ce que vous étiez là il y a 15 ans, lorsque les pacifistas faisaient leur entrée? Quel âge aviez-vous et quel âge avez-vous aujourd'hui? C'est dingue, dites-le nous en commentaire parce que nous, on avait 11 ans à l'époque et aujourd'hui, on en a bientôt 27. Eh wesh, bientôt 27? Eh, c'est vrai que c'est des jumeaux en plus. Mais bientôt 27, ça veut dire... Wesh, je savais pas. J'allais dire une dinguerie sur moi. Mais je dirais rien. Quel âge avez-vous aujourd'hui lorsque nous apprenons que ce n'était pas la volonté du gouvernement, mais bien la volonté de Ça va faire Kuma? au moins Pourquoi 15, voire pacifista? entre Tout 15 et 20 ans parce que c'est un je pacifiste. fais le manga. Bienvenue dans notre analyse complète du chapitre 1099 où le passé fait le lien avec le présent. C'est les émotions, absolument tout est prévu depuis le début et ce chapitre nous le prouve, tout est lié. Si vous pensez avoir loupé des détails importants sur le chapitre et voulez vivre avec nous la meilleure expérience possible, n'hésitez
n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme Luffy, vous mettez un énorme Gomu Gomu no pouce bleu sous cette vidéo et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour nous encourager dans notre travail, mais n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Ce chapitre, il a pléthore de liens cachés, très discrets mais extrêmement importants pour la suite de l'œuvre. Alors croyez-moi bien qu'on a bien fait le travail et qu'on est là pour tout vous expliquer. Vous êtes prêts? Si tout a commencé avec la séparation des Mugiwara, tout va se terminer avec la séparation des Mugiwara. Ça, on en avait déjà parlé, mais c'est bizarre parce qu'ils disaient pas ça. Ils ont changé d'avis. Ils disaient pas ça. Pour moi, vu qu'il y a un parallèle entre Shabonji et l'Arcaged, pour moi, le fait qu'il y ait un Kuma, etc., et qu'il y ait des choses, il y ait une possibilité pour qu'il y ait des parallèles. Donc, est-ce que Oda va reséparer de la même manière l'équipage de Luffy? Je pense que non. Je pense personnellement que non, mais je pense qu'il va y avoir une séparation. Est-ce que ça va être la séparation? J'en sais rien de qui ça pourrait être, mais pour moi, il y aura clairement quelque chose dans ce sens-là. Donc les gars, accrochez-vous, on est parti. On va voir ça ensemble. Désolé, je voulais vous épargner ça, mais j'ai pas réussi. Je pré-shot pub pour le Rhino Shield, mais je l'ai vu. C'est dans les laboratoires Tech-Head Island que le Vous l'avez professeur vu. Vegapunk et ses Vous l'avez vu. réussir à créer une toute nouvelle technologie révolutionnaire. Lire Shield ne rend pas. J'ai une coque Rhino Shield, les gars. Parce que le hacking On n'est pas ne suffit sponsor, mais on a fait le taf. On a khallah. Ça coûte cher. Ah, ça coûte cher. Je m'attendais pas. 50 balles, les frères. Plus 20 balles si tu veux un écran de verre en plus. Oh, pète un câble. Et vu que je suis Nous pas sommes payé, je peux le dire. 30 juin. Vu que je suis pas payé, je peux dire clairement que la qualité, en vrai, c'est légendaire, tu vois. La qualité, elle est vraiment légendaire, mais le délire, c'est que quand t'enlèves et que tu remets la coque à chaque fois, t'as ton bumper, là, ce qui fait le tour, là, et ben, ça s'élargit. Et quand c'est élargi, ça revient plus en place. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ton téléphone, il va nager dans ta coque, et à partir de ce moment-là, il faut en racheter une. Et là, du coup, t'es dégoûté, tu vois. Et je referai plus la même erreur, tu vois. J'achèterai que bumper, ou sinon, j'achèterai une autre coque, tout simplement. 2008, il y a 15 ans, le monde entier faisait la rencontre sur l'île de Sabaody des pacifistas. À l'époque, le capitaine Eustace Kid s'étonnait de la présence du grand Shichibukai au chapitre 505, sobrement intitulé Kuma, alors que ce dernier n'apparaît même pas. Ce chapitre, c'était le patient zéro. Le patient zéro d'un virus appelé l'incompréhension qui allait se propager chez les lecteurs pendant plus de 15 ans. Rendez-vous compte. Comment se fait-il que ce personnage est cloné? C'était assez habile de la part du mangaka puisque Kuma, ça signifie avant tout ours en japonais. Du coup, lorsque ce pacifista arrive, on a la présence d'un nouvel ours et on se dit, mais il y a combien de petits ours dans cette portée? Et alors, à partir de ce moment, tout part en cacahuètes. En parlant d'ours, on a Sentomaru, qui est littéralement élevé dans la mythologie japonaise par des ours. C'est donc le chef des ours. Tous arrivent et tous sont des cyborgs. Tous sont des clones de Bartholomew Kuma. Et parmi cette foule de clones, il y a le véritable originel ours qui arrive et qui téléporte tous les Mugiwara, qui les sépare et qui sera à l'origine de la première et ultime défaite de l'équipage au chapeau de paille. Et merde, je peux vous le dire, merde, c'est les feels, c'est les émotions. Je suis abasourdi de voir le travail d'un seul homme sur long terme. C'était il y a 15 ans. Je sais pas si certains étaient là à l'époque, peut-être que vous étiez même pas nés, peut-être que On vous en... voit, il y en a au fond de la classe, ils sont pas nés. Il y en a qui en avaient peut-être rien à faire de One Piece, mais nous en tout cas on peut le dire, on y était, on avait été totalement choc-barre, âgés de nos petits 11 ans, on était pas bien, on se disait oh c'est les Mugiwara, ils ont perdu, Kuma, pourquoi tu fais ça? Et Kuma qui va voir Riley et qui dit non mais je suis avec l'armée révolutionnaire, Kuma
Kuma qui dit adieu à Luffy, Kuma qui sépare tous les Mugiwara. Et en suivant cette review jusqu'au bout, jusqu'à cette dernière partie, vous verrez que si tout a commencé à Shahabodi, si toute cette incompréhension et toute cette intrigue qui va être extrêmement sous-jacente est mise de côté par le mangaka dans un petit coin de sa tête, dans un autre coin de son bureau, pendant que Luffy, il va s'amener à aller à Marineford, à Amazon Lily, sur l'île des Hommes Poissons, sur Punk Hazard, sur Dressrosa, sur Zoo, sur le Whole Cake Island, sur Wano Kuni, sur Onigashima, sur Egghead Island. Il y avait toujours Kuma dans un coin de la tête de l'auteur. Et si ça a commencé à partir de ce moment précis, ce chapitre, encore une fois, le patient zéro, c'est parce que vous allez voir, tout va se finir à cet endroit. En effet, On verra, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Oda, vraiment légendaire, on en a déjà parlé dans la réaction, mais ce qu'il a fait, c'est colossal. C'est vraiment colossal. C'est pour ça qu'il faut être indulgent avec lui. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pas parfaits dans l'œuvre, mais quand tu vois qu'il y a tellement de choses différentes, tu vois, par exemple, il y a des gens, ils vont critiquer sur la narration, il y a d'autres gens, ils vont critiquer les dessins, il y a des gens, ils vont critiquer l'animé, qui vont dire que le manga est... Mais wesh, quand tu regroupes tout, la vision d'ensemble, les gars, la vision d'ensemble, quand tu prends tout l'univers One Piece en face de toi, faut vraiment se dire que c'est une œuvre colossale qu'on reverra pas dans les 100 ans à venir. Facile, facile, facile. Quand on voit que les mangaka aujourd'hui, ils n'arrivent pas à tenir le rythme à cause je sais pas, des problèmes de burn-out et tout, tu vois, on est beaucoup moins solide que nos prédécesseurs, tu vois. Eux, ils ont connu... je dirais pas qu'ils ont connu la guerre, tu vois, mais ils sont beaucoup plus solides mentalement, tu vois. Alors que nous, par rapport à nos prédécesseurs, tu vois, juste tu compares par rapport à la Seconde Guerre mondiale, est-ce que nous, on a le mental pour la Seconde Guerre mondiale? Je suis pas sûr, les gars. Je suis pas sûr. Et les gens qui pensent qu'ils ont le mental et qui n'ont jamais rien vécu de ouf comme ça, wesh, les gars, renseignez-vous, parce que, frère, c'est vraiment, c'est vraiment hardcore. Enfin, peu importe, on s'égare, mais le chapitre est colossal, est vraiment colossal. comme tous les flashbacks de One Piece, il se doit de retracer la vie entière de son protagoniste. À l'instar, j'en sais rien, de Belle-Mère, d'Oden Kuzuki, de Norland, de Kalgara, de Corazon. Tous ont leur flashback et tous meurent à un moment donné dans l'histoire, dans le passé. Kuma est l'exception à cette règle, parce que je vous rappellerai que Bartholomew Kuma est mort cérébralement durant l'arc de Sabaody. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'abandonner son humanité. Je vous rappellerai que à Thriller Bark, il avait sa conscience et c'est là qu'il a pu sauver les Mugiwara. Mais à Marineford, il ne reconnaissait même plus Ivankov. Donc c'est bien entre les deux, c'est bien à Sabaody, lorsque les pacifistas ont été déployés pour la toute première fois, que Bartholomew Kuma s'est décidé de lui-même, parce que nous l'apprenons au chapitre 1072, que c'est lui qui a pris la décision de se transformer en cyborg et d'abandonner son humanité. Donc si on dit que Kuma est mort dans le passé de One Piece, comme tous les personnages qui font un bon flashback chez Eiichiro Oda, quelle puissante façon de nous indiquer que le temps passe si vite que... Ah ouais, je suis obligé de faire une petite aparté, mais en vrai, j'aime pas dire quelque chose de fixe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, là, il parle du fait que tous les antagonistes qui ont eu un flashback, etc., sont morts dans le passé et tout. Déjà, ça dépend de la vision dont du flashback, tu vois. Quand tu parles des Kozuki, ok, c'est le flashback de Den, mais il est mort. Mais quand tu parles, je sais pas, moi, t'as plein d'autres personnes, tu vois. Je veux dire, Nami, tout ça. Il y a plein d'autres personnes. En fait, faut pas se fixer sur quelque chose. Oda, il aime bien les répétitions, aime bien les parallèles, mais ça veut pas dire qu'il fait pas d'exception pour confirmer la règle. Et ça se passe tout le temps comme ça. Ça se passe tout le temps comme ça. À chaque fois, il y a quelque chose qui est complètement différent. Comme les fruits du démon. Tu sais que t'en manges 2, tu meurs, tu vois. Et il y a une exception. Il y a Barbe Noire qui en a mangé 2, il n'est pas mort. Pourquoi? Il y a une raison. Et il y a beaucoup de théories. Par exemple, il y en a, ils disent que Barbe Noire a 2 cœurs. Et c'est une maladie qui existe réellement. Et enfin, une maladie, une malformation, je sais pas quoi, mais c'est possible parce qu'en plus, on sait que les fruits du démon sont en rapport avec le sang. Pourquoi le sang? Parce que Vegapunk, pour les Paramecia, ouais, il doit mettre du sang dans les séraphins. Ça veut dire qu'il y a forcément un facteur de lignage dans le sang qu'il faut changer, entre guillemets, pour que ça puisse être réel. Enfin, pour qu'il puisse transférer le pouvoir du fruit du démon au séraphin. Donc il y a tout ça qui fait après il y a plein d'autres théories, hein. Je sais plus, je crois qu'il y avait les 3 sœurs de Barbe Noire ou le fruit du Cerbère. Fruit du Cerbère, j'aime plus du tout, tu vois. J'aime plus du tout. Pourquoi? Parce que pour moi, le 3e fruit, il faut que ce soit
Il faut que ce soit un Zoan mythique. Après, Cerbère, c'est un Zoan mythique, tu vois. Mais vu qu'il l'a jamais utilisé, je sais pas si vraiment... ce serait bizarre quand même. Qu'au bord de la mort, il l'utilise pas, c'est bizarre. En tout cas, peu importe, continuons cette petite vidéo. Inscrire les aventures de Luffy pré-ellipse comme un flashback, comme le C'est passé. vrai, je le dirais même mieux, c'est que du coup, les acteurs finaux du passé de Kuma, ce sont les Mugiwara. Et c'est ça qui est fou, parce que rappelez-vous que la toute dernière chose que nous savons de Bartholomew Kuma, la dernière trace de son humanité, c'est le dernier ordre caché dans son système. C'est de protéger le Thousand Sunny pendant 2 ans sur sa Baoji. La dernière chose que Kuma a dit dans le présent, c'est adieu à Monkey D. Luffy. Et adieu à Silver Riley. C'est les frissons de ouf parce que ça veut dire que si Eiichiroda va nous raconter tout le flashback de Bartholomew Kuma, nous allons revisiter le drame de Sabaody, mais cette fois-ci du point de vue du premier intéressé. C'était pas les Mugiwara, c'était bien Kuma. Et du coup, du point de vue de la vérité. Où aimerais-tu partir en voyage? Kuma leur a sauvé la vie. Alors que le jugement... J'avoue, c'est possible. J'avoue, c'est possible. Après, je sais pas. Je sais pas, comme je vous ai dit, Oda, il est vraiment en mode, je dirais pas rush, tu vois, mais là, il a besoin d'avancer rapidement dans le chapitre pour que ça dure le moins d'années possible, la fin du manga. Et le fait de remettre des scènes qu'on a déjà eues, je pense peut-être en une page ou quelque chose comme ça, sans tout raconter, peut-être, mais je sais pas si on va le voir jusqu'à la fin de sa vie. En tout cas, on verra bien. Et personnellement, vous le savez, je crois toujours au retour de Kuma. Ce serait un autre manga, peut-être que j'aurais dit non, mais One Piece, on peut garder espoir à la mort des personnages, heureusement. Franchement, moi je trouve que c'est une qualité. Heureusement, elle est rare, dans le présent en tout cas. Donc let's go les gars. émettions à l'époque était celui d'un tyran. Il est fantastique de voir à quelle vitesse passe le temps, disait Eiichiroda lui-même sur une de ses color spreads. Et oui, c'est vrai que c'est fou de voir que Kuma en était là. Mais 10 minutes, pourquoi t'as séparé les Mugiwara? Non, ce mec est horrible, c'est à cause de lui que l'équipage des Mugiwara est finito. Waouh. Quand on voit dans ce même chapitre que les destinations des chapeaux de paille sont en réalité des îles qu'il a bien connues, des îles qu'il connaît. Bon, il y a quand même Tequila Wolf, il a envoyé Robin là-bas quand même, bien dangereux tout ça, c'est mon avis. Il était au courant de tout ça, surtout que les révolutionnaires sont des plus braves poteaux. Tout est lié chez Eiichiroda et que ce chapitre-là, c'est le liant parfait. C'est le petit morceau de pont qui était détruit et hop là, vous le rajoutez, vous faites... On vous l'avait dit ou pas? Est-ce qu'on vous avait pas dit que Kuma, c'était la pierre angulaire du récit? C'était le personnage cryptique, l'énigme vivante, et que son flashback allait un peu nous raconter tout ça. Et je vous dirais même que c'est pas fini, c'est pas encore fini, parce que ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on a tout qui se connecte petit à petit, comme par exemple l'incident de Punk Hazard il y a 4 ans, qui a donc obligé Vegapunk à aller sur Egghead. Et on voit Egghead il y a 4 ans, et on sait que Bonnie, au chapitre 1062, nous disait qu'elle était déjà venue. Et il nous disait déjà à l'époque que ce laboratoire était juste classique, un simple laboratoire comme un autre. Et on le voit, c'est exactement celui de Punk Hazard. C'est des installations du gouvernement mondial, d'ailleurs sous la neige, parce que Vegapunk, comme sur son île natale de Balgimoa, n'a pas encore construit son contrôleur météorologique. Les pièces du puzzle s'assemblent petit à petit, et il est quand même fou de constater que les clones de Kuma ne sont pas des clones robotiques, mais bien des clones génétiques. Ils sont faits à partir de son facteur de linéage. C'était inconcevable à l'époque. Je pense que certains là viennent à peine de le comprendre en fait. On pensait tous que c'était des robots, en fait, que c'était des clones robots. Non, c'est bien des clones génétiques qui ensuite sont devenus des cyborgs par Vegapunk. Comme Miss Stussy avec Miss Stussy. Voilà, c'est exactement, c'est comme ceci avec Miss Buckingham, c'est bien des clones génétiques et ensuite transformés en cyborgs. Chose interdite de notre monde, je vous le rappelle, ne faites pas ça chez vous. Ne clonez pas votre frère. Et tout cela... Je suis mort. Je crois que c'est une des meilleures vannes du Mot Corbeau. Je crois que c'est une des meilleures. Voilà, parce que pourquoi? Parce que vu que c'est des jumeaux... Après, vous avez compris. Mais en vrai de vrai, les jumeaux, c'est vraiment un clone réel. C'est vraiment un clone naturel. C'est vraiment, ils ont le même ADN. C'est-à-dire que tu prends du sang de l'un ou du sang de l'autre, tu peux pas les différencier. Peut-être l'âge, je sais pas si on est assez précis pour déterminer qui est né avant, etc., etc. Mais normalement, ils sont vraiment exactement à la cellule près. Normalement, c'est des clones réels. En tout cas,
dans le facteur génétique. Après, la cellule près, je suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, c'est des clones génétiques. Donc, c'est un truc de ouf. Je pourrais parler de ouf. Ça, je me suis renseigné de ouf. Il y a vraiment des secrets de ouf dans notre monde en rapport avec les jumeaux qui est extraordinaire. Mais peut-être je ferai une vidéo, on verra si je change de One Piece. En tout cas, juste pour revenir sur ce qu'ils ont dit, moi, personnellement, après, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Mais moi, personnellement, je savais que c'était un clone réel. Surtout quand on a vu Miss Buckingham, tu vois, on a compris que, pareil, c'était des clones. Donc, en vrai, dès le début, on savait que c'était des clones de Kuma. Mais est-ce qu'on pensait que c'était des clones mécaniques ? Peut-être qu'à l'époque, je pensais ça, j'en sais rien. En vrai, je m'en rappelle plus trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment des clones génétiques. On a bel et bien repris l'ADN des boucaniers pour faire une armée de boucaniers. Et du coup, cette armée de boucaniers est actuellement au service du gouvernement mondial, ce qui est totalement à l'inverse de ce qui s'est réellement passé, dans le siècle oublié, où les boucaniers étaient contre le gouvernement mondial. Comme quoi, le gouvernement mondial a vraiment réussi leur coup. Pour l'instant, ils ont vraiment fait un gros boulot et ils ont réussi à annihiler tous ceux qu'ils ont envie d'annihiler et remplir leur mission à la perfection. Jusqu'à le guerrier libérateur de One Piece, on attend que lui. Également aux Séraphins. Rappelez-vous, au chapitre 1090. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Les Séraphins sont absolument pas oui, j'ai bugué. Des clones mécaniques, mais vraiment des clones réels. Après, on le savait quand même, on pouvait s'en douter un petit peu. Ils ont quand même... c'est des cyborgs, tu vois, ils ont quand même un petit part de mécanique à l'intérieur d'eux, mais c'est réellement des clones humanoïdes. Donc, fait à partir de cellules humaines, de sang humain, de chair humaine. Du coup, il faut bien se dire que si c'est des clones, peut-être que le fait d'obéir comment ça s'appelle ? Le fait d'obéir au gouvernement mondial, peut-être qu'ils vont inverser eux aussi leur conscience juste pour dire comme quoi je pense que c'est pas juste des robots, c'est pas juste, en vrai ils ont des sentiments, etc., mais je pense qu'ils ont une puce dans la tête qui permet de les contrôler. Par exemple, s'ils ont pas envie de faire quelque chose, et ben ils vont être obligés à cause de la puce qui a été intégrée par le gouvernement mondial, et je pense que ça un jour ça va être annihilé. J'espère que Vegapunk a déjà prévu un petit truc et qu'il est caché dans leur conscience un petit quelque chose pour les rendre libres. Enfin, vous avez capté. Vegapunk nous précisait que le facteur de linéage pouvait transmettre également des informations propres aux êtres humains. C'est pourquoi le S-Snake était lui aussi tombé amoureux de Luffy, tout comme la véritable boa Hancock. Il serait alors tout naturel pour le S-Beer, Séraphin de Bartholomew Kuma, d'être totalement attendri par Bonnie si les deux se croisent. En parlant de clones, il y a quelque chose d'assez cocasse dans ce chapitre. C'est sûrement le passage le mieux écrit de ces 16 dernières pages. C'est le passage où Bonnie arrive à ressembler à la reine mère Connie. Un délire déjà de nous avoir bait à ce point au chapitre 908 de One Piece, déjà parce que elle s'appelle Connie. Et on a Jenny, Bonnie, Connie, genre ça pouvait vraiment être la grand-mère en fait. Sauf que non, le personnage n'a rien, mais alors rien à voir. Il s'agit de la mère, déjà, d'un vieux roi qui avait été supplanté par Bekuri. Donc déjà c'est un vieux roi, mais c'est sa madre. Donc ça sous-entend qu'elle a déjà plus de 100 ans, et ça c'est quand même très bizarre. Plus de 100 ans, normalement c'est des âges qui sont réservés aux géants dans One Piece. J'allais dire. C'était pour me buter, parce que Eiichiroda il adore l'humour absurde, déjà de faire de 1 qu'il n'y a pas de lien entre Connie et Bonnie, c'est trop drôle, mais que les deux se confondent et que littéralement à la fin là, Kuma confond sa propre fille et Bulldog confond sa propre mère, c'est incroyable que les vraiment deux comme des cons comme là, Kuma il porte la vieille daronne de Sorbet là et il dit ouais Bonnie je reviens vite et tout, elle doit rien piger, elle dit pas un mot la vieille, oui, et c'est trop mime. Et ça qui est marrant avec la vieille qui est déjà se confond dans un mutisme là, c'est que elle est portée comme un chien justement, comme un bulldog. Vous savez quand vous portez le chien et que le chien il est là comme ça, ça n'a aucun sens, c'était trop drôle. Pour moi c'était le meilleur passage du chapitre, mais surtout ça joue sur les découvertes du fruit de Bonnie qui nous permet toutefois de nous plonger dans un petit mysticisme étrange, toujours porté sur la volonté des fruits du démon. On sait que les Zoan ont leur volonté propre, alors c'est quand même étrange, on se demande d'où ce paramécia de l'âge aurait été déniché par Bonnie, en sachant que cette dernière ne pouvait même pas quitter son église. Et surtout que, c'est curieux, comme nous dit Vegapunk, les fruits du démon sont
la personnification des rêves et des envies des êtres humains. Et s'il y a bien une chose que Bonnie désire dans ce monde et dans cette vie, c'est d'avoir 10 ans pour guérir, parce qu'elle croit guérir. Donc Bonnie ne souhaite qu'une seule chose, grandir. Et elle chope quel fruit? Le fruit de l'âge, le fruit qui lui permet de grandir. Tout ça en étant dans un huis clos, enfermé dans une église. Alors je vous pose la question, comment est-ce que ce fruit du démon lui est venu dans la bouche? Comment est-ce qu'elle a graillé le fruit de l'âge? D'autant plus qu'Eiichiro Oda nous cache absolument tout et décide de faire de ce mystère de l'humour. Peut-être que du coup ce fruit est tombé dans un saladier quand quelqu'un lui faisait des courses pour lui apporter à manger et que voilà, mais je trouve ça bizarre. C'est le fruit parfait pour une petite fille qui rêvait de grandir. De toute manière, avec Oda, il suffit d'appliquer le théorème Oda, à savoir C'est ce que j'allais dire, plus attends. quelque chose était attendu par les fans et plus Oda ne le montre pas, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche. Ouais. Vraiment, comment Bonnie a son fruit? Je veux dire, c'est pas normal. Tant Après et on s'appellera de comment Kinemon a eu son fruit. et comment Otama surtout a eu son fruit. Hein. Bon, Elle est ok. pas sortie de Wano, il y a pas de fruit à Wano. C'est un autre débat. C'est une Kuruzumi, pourquoi pas? Peut-être, hein. Peut-être que c'est Mimaru, elle est arrivée comme ça. Blablabla, tiens Otama. Voilà, on ne sait pas trop. C'était vraiment ça. Hein. D'ailleurs, on le dit pas assez. Hein. Quoi, Higurashi là? Bah ouais, hein, franchement, c'est même sûrement ça. Hein. Je veux dire, c'est la petite fille et tout, bref. Délire en soi, délire. Ou alors, c'est Saturne qui est arrivé, qui a mis le fruit comme ça. Tiens, mange, et comme ça, tu vas rien envers moi toute ta vie. Cela dit, maintenant, ce qui est important, c'est que ça a quand même fait un énorme rappel avec Luffy. Luffy qui lui aussi rêvait d'être libre et il mange le fruit qui est l'incarnation de la liberté ultime. Et leur figure paternelle, leur mentor, leur dit allez, ciao, je me casse. Et les deux se trouvent bien solitaires et puis ils disent non, moi aussi je veux partir et devenir pirate. C'est quand même chouette que Bonnie mentionne ici pour la première fois sa volonté de devenir une corsaire des mers. Et c'est ce qu'elle deviendra plus tard, une pirate, hein, lorsqu'elle ira sur Shabody carrément avec les deux pélos qui étaient d'ailleurs les poteaux de sa mère. C'est quand même toujours très touchant. Et enfin, on notera qu'il y a 2 poids 2 mesures dans ce monde. Hein. C'est que Kuma, il nous a fait une Doflamingo inversée. C'est-à-dire que lorsque Doflamingo, lui, s'est dit ce royaume en fait c'est le mien, j'arrive, et il a destitué son roi, tout le monde a dit clap 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 clap. Le gouvernement mondial était là clap 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 clap. Shishibukai, mon rêve, très bien très bien. Lorsque Kuma il a fait ça, alors que déjà Bekori et Riku étaient proportionnellement inversés hein, vis-à-vis de leur gentillesse, Kuma lui par contre on lui dit t'es finito, tu deviens un tyran. C'est fou de se dire que tout était prévu lorsque les deux étaient présentés pour la première fois ensemble. Il y avait un tyran présenté comme un saint et un saint présenté comme un tyran. Si c'est avant tout un flashback pour Kuma, c'est un flashback qui permet pour la première fois de l'œuvre d'approfondir l'armée révolutionnaire. Au final, en 26 ans d'écriture, on n'en a jamais autant appris que dans ces 4 derniers chapitres. On a un peu le spin-off de la révolution. Et ça commence avec qui? Avec Moon qui dit Dragon, qui, une nouvelle fois, nous dit bien « Allez les gars, suivez le vent, c'est lui qui guidera votre destin ». Ouais. Pourquoi tu parles de vent tout le temps? T'es Oda obsédé par le vent? Oda qui va faire Dragon apparaît dans le manga et si je faisais une métaphore quelque peu indirecte sur la météo, mais par contre, ça le Che Guevara là il se présente comme un bon vieux hippie des années 70. Oui, je t'ai pas dit, mais en fait Kuma, tu sais, ton meilleur pote depuis que tu es littéralement quasi né, que vous étiez à God Valley ensemble, qui est dans nos rangs littéralement depuis accessoirement 30 ans. Bon, il est en prison. Anyway, on s'en boit une? Et on vous rabâche avec ça, mais la nouvelle illustration du Wind Granma par Eiichiro Oda, bien ancré de noir comme il faut, nous conforte dans l'idée qu'il s'agit du fameux bateau décrit par Lafitte à Aokiji en parlant de l'homme à la marque de feu. Ce navire noir d'encre qui est impossible à rattraper, qui peut créer des tourbillons, tout ça grâce à quoi? Grâce au vent. Encore cette théorie. Donc personnellement, moi je ne suis pas d'accord avec cette théorie, même si elle est carrément probable. J'ai vu leurs arguments et je pense qu'il y a un monde où c'est possible. Personnellement, j'ai mes propres arguments, comme par exemple le fait que dans l'animé, le bateau n'est pas tout à fait noir, mais bon, ça encore c'est pas grave. Mais surtout un truc très important, c'est que Burgess était dans le bateau de l'armée révolutionnaire. Après, c'était peut-être pas le bateau principal de Dragon, mais en tout cas, elle était sur l'île de Dragon et a vu ce bateau. Donc, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. En plus de ça, pour moi, l'homme à la brûlure, j'y crois pas du tout. Je vous dis ça juste comme ça, mais juste physiquement, Sabo avec sa brûlure a plus
la possibilité d'être l'homme à la brûlure parce qu'il a une vraie brûlure. Dragon, c'est un tatouage. C'est un tatouage qui représente pas du tout pour moi une brûlure. Donc je pense que Oda, il est très fort pour mettre des feintes et j'espère que c'est pas ça parce qu'en fait, ça va me décevoir un petit peu pour moi. Pourquoi Dragon, qui lui prépare des guerres et tout, pourquoi il resterait sur son bateau comme ça à faire couler d'autres bateaux et qu'il aurait le dernier poneglyphe. Je comprends pas l'utilité. Surtout que dernier poneglyphe, c'est pour aller sur la dernière île et ça lui sert à rien, tu vois, je veux dire. Lui, normalement, d'après les informations qu'on a, il a aucun moyen de lire les poneglyphes. Ensuite, Robin est venue pendant 2 ans aux côtés de Dragon et c'était la seule qui potentiellement aurait pu lire les poneglyphes. Donc pourquoi elle l'a pas fait, je sais pas du tout, mais peut-être par manque de confiance, c'est vrai. Mais bon, après un moment, tu comprends que Robin c'est quelqu'un de bien, qu'elle a fui le gouvernement, qu'elle est en adéquation avec ce qui se passe dans l'armée révolutionnaire, et on le sait déjà. Regardez le passé de Kuma, regardez le passé de tous les gens qui sont genre Koala, genre tous les gens qui sont dans l'armée révolutionnaire. On comprend le côté esclavage, le côté soumission par le gouvernement mondial, et Robin, il fait pas exception. Elle était exactement à l'image de l'armée révolutionnaire, c'est-à-dire son île a été attaquée, l'ensemble des personnes innocentes ou pas innocentes par rapport au gouvernement mondial sont mortes, toutes les personnes de l'île sont mortes, à part elle, elle a eu une grosse prime sur sa tête, donc elle est exactement l'une des personnes qui détestent le plus le gouvernement mondial, et ça rentre en adéquation avec ce que dit Dragon. Et quand tu passes 2 ans avec Dragon, regarde nous par exemple, même Robin, il a fallu même pas quelques mois pour les Mugiwara pour comprendre que c'est quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un de respectable et de confiance, tu vois. Au début, on avait peur, on se doutait un petit, enfin, on se disait, ouais, elle était avec Crocodile, c'est bizarre, est-ce qu'elle est vraiment... Après, elle est partie dans le ciel, après, on a eu l'arc Water Seven, et c'est là où on a compris que Robin, c'était quelqu'un de bien, et qu'elle voulait protéger ses amis et tout. Donc, si tu restes 2 ans avec une personne, pour moi, regardez juste, un parallèle simple. Robin, elle est restée moins de temps avec les Mugiwara. Écoutez bien, c'est vrai. Elle est restée moins de temps avec les Mugiwara qu'avec Dragon. Donc, à quel moment Dragon, il se dit, ouais, je devrais lui montrer, peut-être que ça va l'intéresser. Non, pour moi, Robin connaît déjà le dernier Red Poneglyph, ou sait au moins qu'il possède le Red Poneglyph, tu vois, ou qui sait qu'il a des informations sur ça, tu vois. Alors que Robin a clairement dit que elle avait aucune information, enfin que personne n'avait aucune information sur le dernier Poneglyph. Et si elle avait des informations, elle l'aurait dit, tu vois. Comme par exemple Pluton, quand il était l'heure de parler de Pluton, elle en a parlé, tu vois. Et quand les derniers parlaient de la dernière pierre, ils ont évoqué l'homme à la brûlure, mais Robin n'en a pas parlé à Luffy. Elle a pas dit oui, moi je sais qui a le dernier Red Poneglyph, etc., etc. Donc on verra par la suite. Personnellement, j'y crois pas pour l'instant, mais je pense que c'est possible, comme je vous l'ai dit, il y a un monde où c'est possible. C'est même peut-être plus probable, j'en sais rien, mais personnellement, j'y crois pas trop. Et si je dois rajouter un dernier petit indice, Sabo et Dragon sont connus dans le monde entier. Leur visage est connu dans le monde entier. Le bateau de Dragon, je suis sûr qu'il est déjà apparu dans le journal. Regardez, s'il vous plaît. Regardez dans les journaux. Est-ce qu'on a déjà vu le bateau de Dragon dans les journaux? J'en suis quasiment sûr. Si le bateau de Dragon, on sait c'est quoi, que le monde entier sait c'est quoi, les gens qui ont colporté la rumeur de l'homme à la brûlure, ils doivent connaître Dragon, ils doivent connaître Sabo, ils doivent connaître le bateau, tu vois. Donc forcément, ce serait pour moi, à mon sens, complètement incohérent que le monde entier ait vu le bateau de Dragon et ait vu Dragon, la tête de Dragon, même si on le sait très bien que tout le monde entier l'a vu, et que les mecs qui ont croisé l'homme à la brûlure, qui ont entendu parler du Rio Poneglyph, ne se sont pas dit, enfin pas le Rio, le Red Poneglyph. Rio, c'est le dernier Poneglyph. Je confonds toujours les deux. Mais toujours, les gens, en gros, ils se seraient pas dit, ouais... il y a quand même un rapport, tu vois, c'est le même bateau que dans le journal, c'est le même mec que dans le journal, tu vois, il se serait dit ça, tu vois. Et au final, si t'es capable de voir la brûlure de Dragon, t'es capable de, je sais pas moi, t'es capable de reconnaître le bateau et Dragon, non? Enfin voilà, c'est mon avis, je sais pas, je préfère même pas confirmer ou dire des trucs, moi je vous donne juste les arguments, faites votre choix, mais moi j'ai fait mon choix et vous savez c'est lequel.